Bonjour à tous, nous sommes dans une vidéo consacrée à l'apologétique pro-vie, et dans cette vidéo, nous allons analyser l'argument d'Alexander Proust fondé sur l'identité personnelle. Alors il s'agit d'un argument pro-vie, donc contre l'avortement, qui a été développé par Alexander Proust, un philosophe canadien et américain, qui a travaillé sur le sujet il y a quelques années. Et donc la thèse de Proust, c'est que l'avortement est immoral dans exactement les mêmes circonstances pour lesquelles il est immoral de tuer un adulte. Et pour montrer cela, Proust va procéder en deux étapes. Donc, premièrement, il démontre que nous avons tous été un fœtus ou un embryon. Et deuxièmement, il cherche à montrer que la raison pour laquelle il est immoral de me tuer aujourd'hui implique aussi nécessairement qu'il aurait été immoral de me tuer quand j'étais dans le ventre de ma mère. Et donc, pour ceux qui veulent approfondir, j'ai mis le lien de l'article de Proust ici. Donc, première étape du raisonnement de Proust, démontrer que j'ai été un fœtus. Comment établir que j'ai été un fœtus? N'est-ce pas là une prémisse qui est évidente? En réalité, tout le monde admet qu'au moment de la conception, un organisme humain génétiquement distinct commence d'exister. On a démontré cette partie dans cette thèse dans la partie scientifique de notre présentation générale de notre vidéo sur l'avortement. Mais alors la question qui vient, c'est en quoi cet organisme serait-il identique à moi, Mathieu Lavagna? Donc on reprend les choses depuis le début, hein, 9 mois avant ma naissance, la conception a eu lieu, un spermatozoïde de mon père a fécondé un ovule de ma mère, et dans les 24 heures qui ont suivi, un nouvel organisme a commencé d'exister, un organisme qui ne faisait ni partie de ma mère ni de mon père. Et cet organisme génétiquement distinct de mes parents était orienté vers son propre développement. Et donc cet organisme, on va l'appeler Bob. On va lui donner ce nom, ok? Donc on appelle cet organisme Bob. Et alors, la personne qui voudrait nier le fait que j'ai commencé d'exister au moment de ma conception devra alors soutenir que Bob et moi-même sommes deux entités différentes. En clair, si j'arrive à montrer que je suis identique à Bob, alors j'aurais démontré que j'ai commencé d'exister au moment de ma conception, puisque justement Bob est le nom qu'on a donné à l'organisme humain qui a commencé d'exister au moment de la conception dans le ventre de ma mère. Donc notre but, c'est de montrer que je suis identique à Bob. Alors Proust introduit ici un principe métaphysique simple. Il nous dit, ben, si un organisme qui existait autrefois n'est jamais mort, alors cet organisme existe toujours aujourd'hui. Donc ce principe, c'est une évidence, hein. Si un organisme était vivant dans le passé et qu'il n'est jamais mort, il existe encore aujourd'hui. C'est tout simplement du bon sens. Or, il est évident que Bob, l'organisme qui a été créé dans le ventre de ma mère 9 mois avant ma naissance, il n'est jamais mort. Et donc, pour le montrer, il suffit de regarder l'évolution de Bob. Donc Proust nous dit, si nous disposions d'une caméra et que nous regardions ce qui se passe dans l'utérus dans lequel vit Bob, nous verrions un embryon se développer, les cellules se différencier, un fœtus se former, grandir, et enfin une naissance. Si nous continuons à regarder, nous verrons que Bob devient un nouveau-né, puis un tout petit, puis un enfant, un adolescent, et enfin un adulte. En d'autres termes, le développement et la croissance de Bob est ininterrompu et continu. Bob continue à se développer, à grandir, à acquérir de nouvelles caractéristiques, mais il continue également à vivre tout au long de ce processus. Donc Bob ne meurt jamais. Et par conséquent, vu que Bob n'est jamais mort, Proust en conclut que Bob existe toujours aujourd'hui. En effet, si un organisme vivant comme Bob a existé à un moment donné dans le passé et qui n'est jamais mort, bah, il existe toujours. C'est son fameux principe métaphysique évident. Mais alors la question qui vient spontanément est, où est donc passé Bob? Où est-ce que Bob se trouve aujourd'hui? Et donc Proust répond à cette question de manière directe. Bah, la réponse peut sembler fort simple. Bob est tout simplement identique à moi. En effet, chaque cellule de Bob s'est développée de manière continue, si bien que chacune s'est finalement développée à partir d'une partie de Bob. Il serait donc absurde de chercher Bob ailleurs. Si Bob est quelque part, il est là, ici, où je suis. En d'autres termes, Bob est identique à moi. Donc on peut résumer la preuve de Proust de la manière suivante. Prémisse 1, 9 mois avant ma naissance, un organisme humain génétiquement distinct a été créé dans le ventre de ma mère. Donc ça, c'est un fait scientifique. Prémisse 2, on appelle cet organisme Bob. Donc ça, c'est pas une prémisse, hein, c'est une définition. 3, Bob continue de se développer sans jamais mourir. Or, si un organisme qui a existé dans le passé n'est jamais mort, alors cet organisme existe toujours aujourd'hui. Donc ça, on l'a dit, c'est une prémisse métaphysique évidente. Donc, bah, la conclusion de toutes ces prémisses, c'est que Bob existe toujours aujourd'hui. Mais à la question où est passé Bob,
il n'existe qu'une réponse possible. Bob, c'est moi, parce qu'il ne veut pas être ailleurs. Tous mes organes se sont développés à partir du corps de Bob. Donc Bob est forcément là où je suis. Bob, c'est moi. Et donc, j'ai commencé d'exister au moment de ma conception. Donc voilà, une petite image sympa pour montrer un peu l'idée derrière cet argument, c'est de dire que je suis identique à l'embryon dans le ventre de ma mère. C'était bien moi à un stade antérieur de ma vie. Et donc, Proust peut alors donner son argument anti-avortement de la manière suivante. Il nous dit, donc il présuppose qu'on a été juridiquement innocent toute notre vie, et il nous dit, prémisse 1, donc j'ai commencé d'exister au moment de ma conception, ça on l'a montré. Prémisse 2, il est immoral de me tuer intentionnellement aujourd'hui. 3, s'il est immoral de me tuer intentionnellement aujourd'hui, il aurait été immoral de me tuer intentionnellement à n'importe quel stade antérieur de ma vie. Donc, il aurait été immoral de me tuer après ma conception. Donc là, proposition 4 s'ensuit logiquement des trois premières prémices. Donc, on a démontré la prémisse 1 tout à l'heure, et bon, j'espère que personne va nier la prémisse 2, hein, ça serait quand même dommage de nier que ce soit immoral de me tuer aujourd'hui. Et donc, en fait, la seule prémisse qui nous reste à défendre, c'est la 3. Donc, on doit montrer que s'il est immoral de me tuer intentionnellement aujourd'hui, il aurait été aussi immoral de me tuer à n'importe quel stade antérieur de ma vie. Donc c'est ça qu'il faut montrer. Alors pourquoi penser que le fait qu'il soit immoral de me tuer aujourd'hui implique qu'il aurait été aussi immoral de me tuer à un stade antérieur de ma vie? Eh bien, avant de répondre à cette question, il nous faut déjà comprendre pourquoi ça serait immoral de me tuer maintenant. Pourquoi est-ce que me tuer aujourd'hui serait moralement répréhensible? Pourquoi ça serait immoral de me tuer aujourd'hui? Et alors les gens ne se posent jamais la question tant il leur semble évident que le meurtre est immoral. Mais Proust dit que c'est une question philosophique sérieuse. Qu'est-ce qui rend le meurtre immoral? Pourquoi est-ce immoral de me tuer? Eh bien, ce qui rend le meurtre immoral, ce n'est pas l'effet sur le meurtrier ni l'effet sur la victime ou les amis, les parents, mais bien l'effet sur la victime en tant que telle. Et donc, le meurtre est immoral parce qu'il inflige la perte de la vie à quelqu'un, et la vie est une des plus grandes pertes que je puisse subir en tant qu'individu. En effet, la mort me prive de toutes mes expériences, activités, projets et plaisirs qui auraient autrement constitué mon avenir. Et donc, par conséquent, me tuer aujourd'hui serait immoral, principalement parce que le meurtre m'inflige l'une des plus grandes pertes possibles, à savoir la privation de la totalité de mon avenir. Le meurtre est immoral parce qu'il me prive de la totalité de mon avenir. En tout cas, c'est une raison suffisante pour rendre le meurtre immoral. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est concédé par le philosophe athée Don Marquis. C'est pas quelque chose de religieux. Il nous dit, en me tuant, vous me privez de toutes mes activités, projets, expériences futures. Ces activités, projets, expériences et plaisirs liés à mon avenir n'ont pas de valeur pour moi maintenant, mais elles en auront à mesure que je vieillirai. Lorsque je suis tué, je suis privé à la fois de ce que j'estime aujourd'hui et qui aurait fait partie de ma vie personnelle future, mais aussi de ce que je finirai par apprécier. Par conséquent, lorsque je meurs, je suis privé de toute valeur de mon avenir. Le fait de m'infliger cette perte est, en définitive, ce qui fait que me tuer est mal. Ainsi, il semblerait que ce qui rend le meurtre de tout être humain adulte gravement mauvais est la perte de son avenir. Donc voilà, Marquis est d'accord pour dire que ce qui rend le meurtre immoral, c'est le fait qu'on prive un individu de la totalité de son avenir et de ses expériences futures. Et ça, c'est quelque chose qu'un athée peut tout à fait défendre. Et donc en clair, si vous me tuez aujourd'hui, moi qui suis juridiquement innocent, vous me causez un tort gigantesque, vous me privez du plus grand bien qu'est la vie et de toutes mes expériences futures, et ça c'est une raison suffisante pour conclure qu'il est immoral de me tuer. Mais cette simple réflexion nous amène à conclure la chose suivante. S'il est immoral de me tuer aujourd'hui parce que cela me prive de la totalité de mon avenir, alors bah, il est immoral, voire pire, de me tuer à des stades antérieurs de ma vie pour la même raison. Pour la même raison, parce que ça me priverait aussi de la totalité de mon avenir. Donc par exemple, supposez que vous m'ayez tué il y a un an. Dans ce cas-là, vous m'auriez privé de plus de choses que si vous me tuez maintenant. Vous m'auriez privé de ma précédente année de vie, en plus des années qu'il me reste à vivre à partir d'aujourd'hui. Supposez maintenant que vous m'ayez tué il y a 17 ans, bah alors j'aurais perdu encore plus d'années de ma vie. Je n'aurais jamais eu le plaisir de faire des études de mathématiques, de philosophie, de théologie, et vous m'auriez privé de l'entièreté de mon adolescence. Si vous m'aviez tué quand j'avais 4 ans, vous m'auriez privé de la majeure partie de mon enfance, de mon adolescence, de mes années d'études supérieures, etc.
Et enfin, si vous m'aviez tué quand j'étais un nouveau-né, alors vous m'auriez privé de tout cela en plus de mon enfance. Donc autrement dit, plus vous me tuez tôt, plus vous me privez de mon avenir, et plus vous me faites du mal. La victime, c'est bien la même, c'est moi, mais le tort qui m'est causé est encore plus grand. Donc, si l'on considère à présent la mise à mort hypothétique de l'embryon que j'ai été, on a montré que j'ai été un embryon, eh bien, ce meurtre aurait fait exactement la même victime, à savoir moi. Tuer cet embryon m'aurait tué à un stade très précoce de ma vie, et vous m'auriez privé de la totalité de mon avenir, alors que j'étais parfaitement innocent dans le ventre de ma mère. Et donc, même si je n'étais pas conscient de cette persécution à l'époque, vous m'auriez causé un grand tort, parce que vous m'auriez privé la totalité de mon existence. Et on a bien dit que c'est ça qui rend le meurtre immoral, c'est de priver un individu de la totalité de son existence et de son futur. Alors notez bien que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça, ne présuppose aucunement le fait que j'étais une personne ou non dans le ventre de ma mère. Là, on n'a pas, argumenté à partir du fait que l'embryon est une personne. L'argument de Proust, il fonctionne indépendamment du fait que le fœtus soit une personne. Ce qui compte, c'est que je sois le même individu que le fœtus dans le ventre de ma mère. Autrement dit que, j'ai été un fœtus ou que j'ai été un embryon. Et que c'est bien cette même victime à qui on a causé, du tort en la privant de la totalité de son avenir. Donc voilà, tout ce qui compte, c'est que c'était moi la victime de cette exécution. S'il est immoral de me tuer, aujourd'hui parce que cela me prive de la totalité de mon avenir, alors il aurait été immoral de me tuer, à un moment antérieur dans ma vie pour exactement la même raison, à savoir cette privation, d'avenir. Et donc par conséquent, cette théorie de l'immoralité du meurtre, proposée par Marquis et Proust, permet de conclure que l'avortement est immoral même si je n'étais pas une personne. Et comme disait le philosophe athée Don Marquis, qu'on a cité tout à l'heure, cette théorie de l'immoralité du meurtre ne repose ni sur des revendications religieuses, ni sur le dogme papal. Par conséquent, vous n'avez pas besoin d'être religieux pour adhérer à cette théorie de l'immoralité du meurtre, et donc pour accepter l'immoralité de l'avortement. Donc en résumé, si on résume ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a démontré que nous avons tous commencé d'exister au moment de notre conception, et on pense aussi que la meilleure théorie non religieuse qui puisse rendre compte de l'immoralité du meurtre à mon égard, c'est la théorie de la privation d'avenir proposée par Proust et Marquis. Et donc cette théorie, on peut le rappeler, hein, elle attire d'autant plus les athées comme Marquis, justement parce qu'ils ne croient pas à la vie après la mort. Et si vous croyez que tout s'arrête à la tombe, qu'il n'y a pas de vie après la mort, alors bah, ça semble logique que l'immoralité du meurtre ne puisse que se fonder sur la seule chose qui peut avoir encore de la valeur pour vous, à savoir votre avenir sur Terre. Et donc le meurtre est immoral parce qu'il vous prive de la totalité de votre avenir. Et donc, si vous êtes religieux, vous pouvez reconnaître que le meurtre peut être immoral pour d'autres raisons. Donc, par exemple, un chrétien pourrait tout à fait dire que le meurtre est immoral parce que l'homme est créé à l'image de Dieu et que la vie humaine est sacrée en soi, et donc il faut la protéger. En revanche, que vous soyez athée ou croyant, personne ne devrait nier que me priver de la totalité de mon avenir et de mes expériences futures suffit à rendre mon exécution immorale. On peut au moins se mettre d'accord là-dessus, avec nos amis athées. Et comme l'avortement m'aurait privé de la totalité de mon existence et de mes expériences futures, cela suffit à conclure qu'il aurait été immoral, de m'avorter. Et étant donné que je ne suis pas, différent des autres êtres humains, cette conclusion s'applique à tous les autres fœtus humains. S'il est immoral de m'avorter moi, bah, ça serait aussi immoral, d'avorter qui que ce soit. Et c'est exactement ça qu'on voulait démontrer. Merci de votre écoute.